Bonjour, bienvenue dans Smart Woman, l'émission qui donne le pouvoir aux femmes. Chaque mois, je reçois 2 à 3 invités, donc à la fois responsables de collectifs, associations, réseaux, grands témoins, donc hommes et femmes d'ailleurs de tous horizons, et dirigeantes d'entreprises, essentiellement des patronnes de PME, ETI, donc des profils très différents, mais qui néanmoins partagent une même conviction, qui est que les femmes doivent prendre leur juste place dans toutes les sphères de pouvoir, économique, politique, médiatique, sans oublier le domaine scientifique, sans oublier bien sûr la tech et l'IA qui est un enjeu essentiel. Et à la question pourquoi, le pourquoi est très simple, la réponse est simple, c'est que pour plus de performance économique, pour plus d'équilibre, plus de rationalité dans les prises de décision, sachant que les femmes, faut-il le rappeler, constituent la moitié des forces vives de l'humanité. Alors aujourd'hui, pour en parler, je vais recevoir tout d'abord Virginie Calmel, qui est actuellement présidente de Croissance Plus et qui est également entrepreneure, fondatrice de l'école Futurae pour préparer au métier du futur. Et puis je ferai le portrait d'Anne Lechassinski, qui est la dirigeante de la verrerie de Biot, spécialisée dans le verre bullé pour les arts de la table et qui est une PME tout à fait emblématique de l'excellence des métiers d'art français. Donc tout de suite, Virginie Calmel. Bonjour Virginie Calmel, donc ravie de vous Bonjour recevoir, Marie Crepo-Bianco. ravie de vous recevoir dans Smart Woman. Alors c'est un peu particulier d'ailleurs parce que figurez-vous que vous êtes mon 100e interview. Ah, tout rond. Formidable, ça, tout rond, puisque l'émission elle a démarré sa 4e année et donc maintenant il y a une belle galerie finalement de témoignages, donc 100 témoignages et c'est vous Virginie qui êtes le 100e. Donc merci pour cela. Merci. Alors Virginie, vous avez déjà eu plusieurs vies, hein. Vous avez commencé par les médias, vous étiez dans Canal+, après dans le groupe Endemol, vous avez dirigé la France, vous avez été directrice, déléguée, générale déléguée de Monde, au niveau d'Endemol. Vous avez été, vous êtes toujours dans les boards de plusieurs grandes entreprises. Vous vous êtes engagée en politique, aux Oui. côtés d'Alain Juppé. Vous avez après arrêté la politique. Vous avez à ce moment-là, c'était en 2020, créé votre propre entreprise, donc vous êtes devenu entrepreneur vous-même et vous avez créé une école, donc Futurae, qui prépare au métier du futur. Bon. Absolument. Mais comme le collectif est chez vous quelque chose d'important, vous avez été regagné par cette volonté de collectif et donc vous avez été élue présidente de Croissance Plus en juin de cette année. Et voilà, bon. Donc en fait, vous avez une expérience qui est vraiment très diverse, à la fois du monde politique, du monde économique. Et c'est à la lumière de ces expériences-là que je voudrais qu'on nous parlions de la position des femmes, de la façon dont vous envisagez la situation actuelle et finalement son évolution. Donc première question, questionnons votre histoire personnelle. Donc vous, en tant que femme, comment avez-vous vécu ces deux mondes, politique et économique? Est-ce qu'il y a des différences? Alors, je dirais que oui, il y a des différences notables, ça, il n'y a pas de doute. Que moi, j'ai peut-être eu de la chance par rapport à d'autres. J'ai pendant longtemps pas ressenti le plafond de verre dont on parle à chaque fois. J'ai plus ressenti le fait que c'était un problème de me donner des responsabilités très jeunes. Donc, c'était plus un problème d'âge qu'un problème de sexe, me Oui. semblait-il. Jusqu'à ce que j'arrive en politique, où là, en revanche, on se rend compte quand même qu'on est dans un milieu qui a évolué beaucoup plus lentement que le monde économique. Moi, il me semble que le monde économique s'est assez bien acclimaté au fait qu'il y ait des femmes à des postes à responsabilité. J'avais peu de difficultés à manager des hommes. Je ne crois pas qu'ils le vivaient mal. Ça se passait plutôt bien parce que le monde économique a quand même des ressorts très méritocratiques. Oui. Donc, il me semble que quand vous faites vos preuves, quand ça se passe bien, on ne questionne pas votre légitimité ou on la questionne moins. En revanche, dans le monde politique, là, j'ai vu, probablement lié aussi à une volonté de parité qui a été très forte, qui a quand même conduit des hommes à devoir laisser leur place Ouais. à des femmes, ne serait-ce que parce qu'il fallait un homme, une femme sur Équilibré. les listes, etc. Et donc, je pense que ça a créé une forme de ressentiment. Je pense qu'il y a une peur. Il y a une peur parce que les hommes se disent, au fond, finalement, au poste à responsabilité, il y a essentiellement eu des hommes.
même si maintenant, de plus en plus, on a des gouvernements paritaires, il y a quand même sur les très gros ministères, bon, voilà, l'exposition est quand même très masculine. Et du coup, je pense qu'il y a une crainte de se dire, ouh là là, mais un jour, ce sera une femme. Donc, au fond, je crois que ça rend la chose plus complexe finalement pour les femmes aujourd'hui, alors qu'on pourrait se dire que ça va dans le bon sens. Moi, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire en politique pour considérer que la parole des femmes vaut celle des hommes. Et je l'ai vécu à titre très personnel. Moi, en fait, c'est Alain Juppé qui me fait rentrer en politique parce que je suis bordelaise. Mon père est enterré à Bordeaux, ma sœur y vit toujours. C'est mes racines. Du coup, bah, j'accepte la proposition qui m'est faite et avec beaucoup de renoncement, hein, puisque je renonce à toute ma vie dans le privé pour être première adjointe au maire de Bordeaux, vice-président de la métropole, puis tête de liste régionale. Et puis, vous vous rappelez, il y a eu cette primaire Juppé, Sarkozy, Fillon, et puis est sorti vainqueur de la primaire François Fillon. Et c'était les règles de la primaire, c'est-à-dire que quel que soit le vainqueur, normalement, on continuait avec le vainqueur. Donc moi, j'ai continué avec François Fillon, comme si Alain Juppé avait gagné, bah, j'aurais bien aimé que et les sarkozystes et les fillonistes suivent Alain Juppé. Et là, on m'a fait un procès en trahison. Et ce qui est ce qui est intéressant derrière ça, c'est qu'on l'a pas fait aux hommes. Les hommes, c'était alors vraiment, il y avait aucun problème. Bah, la preuve, Édouard Philippe est allé chez Emmanuel Macron, c'était pas grave. D'autres sont allés, ont changé. Et il y en a même qui ont changé de camp pendant. Enfin, je veux dire, en cours. Moi, c'était pas le cas. Je veux dire, Alain Juppé avait perdu et lui-même d'ailleurs a dit qu'il soutiendrait François Fillon. Donc simplement, on dénie un peu, je trouve, aux femmes le droit d'exister par elle-même. Et en fait, on vous considère vite la chose de quelqu'un. Donc moi, on considérait que j'étais la chose, entre guillemets, d'Alain Juppé. Et donc, je pouvais pas... alors qu'en fait, il se trouve que moi, je suis plutôt libérale économique. Je viens du monde de l'entreprise. Donc, j'étais une femme d'entreprise engagée en politique. J'avais certes toujours été à droite, mais pour le coup, je gardais mes convictions qui étaient finalement pas forcément, pas forcément celle que d'Alain Juppé ou que, enfin, je veux dire, le projet Fillon au fond était très pro-entreprise et et correspondait plutôt à mes convictions. Sauf que quand vous êtes femme, on a l'impression qu'en fait vous êtes la chose d'un homme. Et c'est très frappant parce que je pense que sur les idées notamment, on nie complètement le fait que vous pouvez avoir votre propre corpus idéologique, votre propre réflexion, votre propre parcours, parce que pour le coup, moi, je devais rien à personne. J'arrivais d'ailleurs. Enfin, je veux dire, ceux à qui je dois, c'est ceux qui m'ont fait confiance en me donnant des responsabilités très jeunes. À Alain Juppé, bien sûr, de m'avoir fait venir à Bordeaux, mais c'est pas pour ça. Et d'ailleurs, même lui-même n'était pas choqué que je ne sois pas forcément d'accord avec toutes ces prises de position. Et je pense que ça, on le dénie davantage aux femmes qu'aux hommes. Voilà. Bon, alors ça, c'était le constat sur la partie politique. Si on revient sur notre domaine de prédilection, en l'occurrence le domaine économique, donc là, en la matière, bon, à la fois votre propre expérience, mais à la fois le fait que vous soyez maintenant présidente de Croissance Plus, donc qui rassemble quand même un nombre d'adhérents important, puis qui est une parole forte dans le milieu économique. Donc, comment vous voyez les choses? D'abord, d'ailleurs, comment ça se passe dans Croissance Plus, pourcentage d'adhérents de femmes? Enfin bon, on connaît un petit peu les chiffres, mais... Alors, c'est vrai que si on regarde l'entrepreneuriat en général, les femmes sont moins représentées que les hommes, ce qui est quand même un problème. Si on va un peu plus loin dans le détail, on a quelques chiffres. À la tête des micro-entreprises, on trouve 26% de femmes, mais dès qu'on est sur les PME, on tombe à 19%. Si on est sur des sociétés encore un peu plus grosses, et notamment les ETI, on n'est plus qu'à 17%. Et les très grandes entreprises, c'est simplement 10%, si on prend le CAC 40 et le FSB 120. Donc, on voit bien que malheureusement, on n'a pas une représentativité des femmes à la tête des entreprises en corrélation avec ce qu'elles représentent dans la population globale. Alors, il y a aussi peut-être, on le dit souvent, une aversion au risque.
risque, c'est possible. La femme, elle est dans sa culture peut-être liée aux enfants, liée à la famille, plus protectrice et peut-être qu'elle a une aversion au risque plus importante. On voit aussi que sur les levées de fonds, c'est plus difficile apparemment pour les femmes que pour les hommes. Très nettement. Les chiffres le démontrent. Et puis après, on a toujours ce sacro-saint problème des femmes dans la tech. Parce qu'alors là, vraiment, là, ça baisse considérablement. Hein. C'est simplement 7% de femmes qui sont à la tête d'entreprises de technologie. Donc on voit que quand même, les problèmes de genre, encore la vie dure et qu'on a du chemin à faire. Mais alors c'est surprenant parce que donc les chiffres que vous citez, oui, malheureusement, ce sont les bons chiffres et il y en a d'autres qui sont toutes dans le même sens. Mais ce qui est surprenant, c'est que quand même, à la fois la prise de conscience de la nécessité de parité ou d'équilibre, du moins, parce que c'est ce qu'il faut rechercher. Je pense qu'aujourd'hui, elle est faite. Il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été décidées, déclinées pour y arriver. Et malgré tout, ça ne bouge pas beaucoup. Enfin, moi, ça fait très longtemps que je suis engagée dans cette cause et c'est vrai que malheureusement, ça ne bouge pas ou à la marge. Comment vous expliquez ça? Je pense qu'il y a 2 phénomènes. D'abord, je pense que les femmes, comment je dirais, ont un sujet plus fort de légitimité encore. On veulent toujours, peut-être se sous-évalue-t-elle elle-même. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu quand je dirigeais en démol, c'était un bon exemple. À un moment donné, je me rends compte, mais un peu fortuitement, qu'au COMEX, j'avais plus de femmes que d'hommes. Et je dis, tiens, c'est incroyable. Au fond, c'est pas du tout parce que j'avais fait une politique volontariste pour cela. C'est simplement parce que, encore, moi, je suis très attachée à la méritocratie. Il se trouve que j'avais des meilleurs profils féminins et que, de facto, j'avais recruté plus de femmes que d'hommes ou certaines dans l'entreprise avaient mieux progressé et donc se retrouver au COMEX. Il y a, je pense, le fait que les femmes elles-mêmes savent que ça va être possible. Je pense que les hommes, eux, pensent que ça va pas être possible forcément parce qu'ils projettent sur les femmes la difficulté de gérer des multivies. Les femmes, en termes de charge mentale, oui, elles sont une charge mentale maximale parce que pour peu qu'elles aient des enfants, le mari, une maison, il y a beaucoup de choses à gérer en parallèle. Et je pense que les femmes n'ont pas de problème avec ça. La preuve, elles l'ont démontré. Mais dans le regard des hommes, je pense qu'il y en a un certain nombre à qui ça pose problème, où ils se disent que la charge mentale est telle que sur des postes à responsabilité, elles vont peut-être pas y arriver. Et moi, je me rappelle assez jeune, ça m'avait un peu dégoûtée. Tout de suite, on m'avait dit vous allez nous faire des enfants, comme si le fait de tomber enceinte le nous était déjà important. Voilà. C'était vraiment. J'étais en cabinet d'audit à l'époque et je m'étais dit oh là là, c'est ringard. Et j'ai quitté l'audit, même si j'ai été diplômée d'expertise comptable et commissariat aux comptes, pour aller en entreprise, parce que j'avais été très choquée par cette remarque, surtout que j'étais pas du tout prête à faire des enfants, mais c'était, on projetait tout de suite une image. Après, je pense que les femmes elles-mêmes ont une part de responsabilité, parce que elles ne se projettent pas à des postes à responsabilité, parce que parfois elles se disent non, je ne serai pas capable, ou je n'y arriverai pas, ou elles se mettent elles-mêmes des freins. C'est pour ça que je crois beaucoup au rôle modèle. Je crois que les femmes sont les mieux placées pour promouvoir des femmes, pour leur dire... je pense que les entreprises dirigées par des femmes, je l'ai expérimenté moi-même, souvent, naturellement, on va faciliter la carrière de femmes. Moi, j'en ai une qui a fait une très belle carrière depuis, qui est patronne de YouTube aujourd'hui, qui était chez Endemol et qui avait eu des enfants. Et elle arrive un jour dans mon bureau en larmes et en me disant « je suis enceinte ». Je lui dis, mais c'est une super nouvelle, il ne faut pas pleurer, tu vois très bien. Oui, mais bon, là, c'était le 3e. Alors, c'est vrai qu'elle avait beaucoup de congés maternité. Je lui dis, écoute, on ne va pas recruter quelqu'un pour te remplacer. On a évidemment, ça a été assez lourd, parce qu'il fallait absorber son job. Mais quand elle est revenue, elle a récupéré son poste et derrière, elle a fait une très, très belle carrière. Voilà. Bon, écoutez, je crois que la conclusion, c'est que le chemin continue. Enfin, il faut le continuer. Il faut le poursuivre avec conviction. Donc, merci pour ce témoignage et pour ce double regard. C'est toujours intéressant de voir le double regard. Et puis, merci pour ce combat que vous continuez à mener, vous aussi, pour les entrepreneurs. Voilà, les entrepreneurs au féminin également. Au féminin aussi, voilà. Merci Virginie. Bonjour Annelle Chassensky. Bonjour. Bienvenue dans Smart Woman. Alors Anne, vous êtes une habituée
des micros et de la presse, puisque vous avez souvent les honneurs des médias pour leur faire découvrir la verrerie de Biot et son fameux verre bullé, donc la bulle qui est l'imperfection de départ devenue beauté par la grâce d'un geste artistique vieux de 3500 ans, vous m'avez dit. Donc c'est quand même important. Alors Anne, ce sont vos parents qui ont racheté cette entreprise à la barre, donc c'était en 1973, si je me souviens bien, et qui lui ont redonné vie. Et donc vous, toute petite, vous avez toujours été fascinée par le verre, ce qui fait que finalement, sans y avoir été contrainte d'aucune sorte, votre MBA en poche, vous avez pensé que vous rejoigniez l'affaire familiale. Alors racontez-nous, puisque c'est un portrait, donc on va raconter un petit peu les différentes étapes, racontez-nous le départ de votre entrée dans l'entreprise avec l'aventure américaine. Tout à fait. C'est vrai que dans une entreprise familiale, il y a toujours, est-ce que, on va rentrer dans l'entreprise? Est-ce qu'on va pas rentrer dans l'entreprise? Et je pense que mes parents ont eu l'intelligence de nous dire qu'on n'avait pas besoin d'y Ouais. rentrer pour qu'on ait envie d'y rentrer. Donc évidemment, je suis rentrée dans l'entreprise et c'est vrai que j'ai eu cette chance extraordinaire, d'arriver à un timing où mes parents, faisaient une joint venture avec un associé américain qui était Pierre II et qui distribuait les cotonnades Soleil à Doux aux États-Unis. Et on a fait une joint venture. Donc moi, dès que je suis sortie de l'école, on m'a proposé ce poste pour développer aux États-Unis l'entreprise. Et évidemment, j'ai accepté parce que c'est magnifique comme entrée en matière. Une belle chance, oui. Oui, dans la vie professionnelle. Et donc moi, j'ai commencé à travailler aux États-Unis à travers, avec cette chance incroyable de pouvoir à ce moment-là voyager dans les 18 magasins de notre associé. Donc, je suis allée un peu partout aux États-Unis. Et alors, cet associé avait donc ces magasins et vous alliez vous installer finalement le produit verrerie. Absolument, ce que je devais faire, c'est présenter le produit. Il avait des magasins avec des antiquités françaises, avec des cotonnades et de l'art de la table avec du moustier. Et puis nous, la verrerie de Biot. Et donc, j'allais dans chaque magasin, j'installais le display, j'expliquais au manager qui était sur place ce qu'était notre produit, pourquoi des bulles. Aux États-Unis, à l'époque, il y avait pas mal de verres mexicains, donc il ne fallait pas le confondre. Et puis, prêcher la bonne parole. Et puis, faire en sorte qu'il s'approprie le produit. Oui, bien sûr. Et alors, cette aventure, donc, elle a duré une dizaine d'années, je crois, au total. Et finalement, elle s'est achevée pour quelle raison? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est vrai qu'au bout de 2 ans, quand j'avais fait le tour de tous les magasins, notre associé a vendu son entreprise. À ce moment-là, on a continué à travailler avec les nouveaux propriétaires, mais aussi, on a commencé à développer la verrerie de Biot à travers tous les États-Unis avec des représentants. Et puis, au bout d'un certain temps, au bout d'une dizaine d'années, on dit souvent d'ailleurs qu'au bout de 10 ans, où on reste, où on rentre. Ouais. Et il est arrivé que l'entreprise aux États-Unis, finalement, vivotait, parce que moi, j'ai un marché de niche. Oui, bien sûr. C'est du verre bullé, coloré, cher. Donc, ce n'est pas du cristal, ce n'est pas de l'or. Et il est arrivé l'opportunité de se dire, en France, mes parents m'ont dit, enfin, maman m'a dit, ou je prends un directeur, ou si tu veux rentrer. Et j'ai pris la décision de rentrer. De rentrer à ce moment-là. Sachant que le verre bullé, néanmoins, bénéficie vous m'avez raconté que la promotion en était assurée au travers d'Américains célèbres, des acteurs. Oui, c'est pour cela finalement qu'on a eu ces opportunités et cet associé américain qui est venu nous chercher. Parce que finalement, du fait qu'on est sur la Côte d'Azur, nous, nos premiers clients, c'est le festival de Cannes. Et donc c'est Lorraine Bacal, Grégory Peck, voilà, qui nous ont fait la promotion, qui étaient les influenceurs de l'époque. Oui, bien sûr. Et donc ils nous ont amenés avec eux dans leur valise. Oui. C'est quand même une belle histoire au départ, ça. Oui. Alors, donc vous rentrez en France, donc on doit être dans les années 96, c'est ça? Absolument. Et avec votre frère, puisque vous êtes tous les deux, vous avez à ce moment-là encore plus investi dans le développement de l'entreprise. Et en 2000, vous en avez pris la codirection. C'est bien 2000 où vous avez... Tout à fait, à l'an 2000. Alors, à ce moment-là, donc, quel était l'état quelle était la situation de l'entreprise? Quels étaient les défis que vous avez tous les deux décidé de relever? Comment ça se passait? Alors, c'est vrai que l'entreprise allait bien.
Mes parents vieillissant, maman vieillissant, il voulait petit à petit nous passer la main. Et puis, mon père, travaillant pour IBM, on a toujours été les premiers informatisés au monde, presque, comme TPE. Et moi, quand je suis arrivée en 96, c'était les débuts du téléphone portable, les débuts d'une évolution très nette sur Internet. Et on a tout de suite, ce que j'ai voulu faire, c'est tout de suite faire notre site Internet, qui au départ était un site Internet touristique, qui peu à peu change et changera l'année prochaine, puisqu'on fête nos 70 ans. Et si vous voulez, c'est amener de la modernité dans la continuité, puisque c'est un produit classique de niche. Notre ADN, c'est la bulle et la couleur, et on a, avec mon frère, voulu continuer l'histoire. D'accord, donc c'était vraiment l'état de l'art à ce moment-là. Parlez-nous d'ailleurs, parce que finalement, on n'a pas encore, on a dit la verrerie de Biot, beaucoup connaissent, mais tout le monde ne connaît pas néanmoins. Donc donnez-nous un petit peu la carte d'identité, c'est-à-dire à la fois les grands chiffres, à la fois l'activité, la répartition, puis parlez-nous du verre, bien sûr, aussi. Absolument. Écoutez, nous sommes une TPE familiale. Mes parents ont racheté l'entreprise en 73, on la dirige avec mon frère depuis l'an 2000, et nous sommes spécialisés dans le verre bullé, c'est-à-dire notre ADN, nous, c'est la bulle et la couleur. On a inventé le verre bullé, puisque la bulle est une erreur dans le verre. Nous, on met du bicarbonate de soude et on a autant de bulles que l'on veut. Et puis, on s'est ouvert au tourisme parce qu'on était sur la Côte d'Azur tout de suite. Donc, on a inventé le tourisme industriel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'entreprise, c'est 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, une TPE d'une quinzaine de personnes, avec une image très forte dans le tourisme. On vit énormément du tourisme, puisque nous avons 70% de notre chiffre d'affaires sur place. Sur place, c'est formidable. Parce qu'effectivement... vous me disiez que vous aviez 450 000 visiteurs. Vous êtes le deuxième site français le plus visité, ce qui est quand même... Après EDF, oui. Oui, ce qui est quand même extraordinaire en termes de résultats. Et finalement, alors, vous avez, puisque 70% sur place, ça veut dire qu'il faut arriver à transformer la visite en acte d'achat. Oui. Alors, comment ça se passe? Dans quelle proportion? Quels sont les leviers? Quels sont les atouts pour y parvenir? Que faites-vous? Alors, c'est vrai qu'on a un métier... très visuel. Donc, les gens peuvent voir sur place, du début jusqu'à la fin, se faire le produit. Donc, quelque part, ils voient ce produit se transformer, la matière se transformer, c'est un peu magique. Et ils ont automatiquement une envie de passer dans notre magasin d'achat. Je dirais qu'il y a à peu près entre 5 et 10% de transformation d'achat. Mais ce sont des touristes, mais des touristes aussi qui reviennent, puisque la Côte d'Azur étant ce qu'elle est, elle a énormément de maisons secondaires. Et si vous voulez, on a le grand plaisir d'être la Madeleine de Proust d'énormément de personnes. Donc, c'est eux aussi la troisième génération de clients qui viennent chez nous. Et c'est vrai qu'on entretient finalement cet ADN-là, cette envie pour les gens de nous retrouver sur leur table. Et puis, je pense qu'on le fait grâce à notre qualité, grâce à la vision que nous avons des tables du Sud, grâce à l'envie de la perfection. Et tout ça repose bien sûr sur bien sûr le talent, l'art humain. Donc là, ce sont vos maîtres verriers notamment qui sont concernés. Je crois que vous en avez une petite dizaine, ou 9 ou 10. Et la formation de maître verrier, c'est 10 ans. Absolument. Alors comment ça se passe? Est-ce que vous avez besoin de recruter? Est-ce que vous en trouvez? Comment se passe le fonctionnement humain de l'entreprise? Alors, c'est vrai que c'est très compliqué à l'heure actuelle, parce que nous sommes dans un monde où tout est rapide, où finalement on devient célèbre en 15 jours sur les réseaux sociaux. Nous, on a un vieux métier. Comme vous l'avez dit, on a 3500 ans, notre geste. Il faut 10 ans pour l'apprendre. Et donc, les jeunes d'aujourd'hui ont une envie de rapidité, d'immédiateté. Et chez nous, c'est pas possible. Donc, et puis, de toute façon, un métier d'art, c'est un métier de niche, c'est un métier de passionné. Si vous aimez ça, si vous avez la passion,
vous aurez la patience et vous le ferez. Donc finalement, on trouve quand même des verriers, des jeunes. Ouais. Et souvent, ces jeunes nous le disent, même je dis à chaque fois, ils nous disent, on est venu quand on était petit. Eh oui. Et on a vu le geste et ça nous a fascinés. Et je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, 100% des personnes que nous avons en tant que verriers sont venues quand ils étaient petits. Ça, c'est extraordinaire. Et à côté de ce talent humain, il y a également de la technologie, puisqu'il faut avoir des fours, et vous avez aussi beaucoup investi dans les fours. Vous avez beaucoup investi également pour faire le parcours touristique sur de l'immersion. Quelques mots là-dessus aussi. Alors c'est vrai que quelque part, notre geste verrier est enregistré au patrimoine immatériel de l'humanité à l'UNESCO. Donc je dois le préserver, 3500 ans, le même geste. Et en même temps, nous sommes partie de ce monde. Et donc nous devons absolument évoluer avec le monde. Et moi, je suis très sensible à la tech. Biot est situé près de Sophia Antipolis, donc très ouvert aux nouvelles technologies. Et nous avons fait une visite en réalité augmentée. C'est-à-dire que nous avons fait travailler, nous avons interviewé des verriers. Vous pouvez venir, vous venez avec votre smartphone, vous venez avec vos écouteurs et vous mettez un avatar sur votre téléphone en même temps que vous avez la réalité de l'endroit. Et puis, avec la beauté de l'IA aujourd'hui, on peut vous enregistrer en français et après vous parler une dizaine de langues. Bien sûr. Bien sûr. Oui, donc vous avez vraiment beaucoup investi aussi sur ces technologies du futur, ce qui est là aussi, encore une fois, sur une PME, puisque c'est une PME en réalité, TPE. Mais TPE, PME. Mais en réalité, avoir autant investi sur également de la technologie, ça c'est assez rare également, ça fait partie de votre spécificité. Ça fait partie de notre spécificité parce que je crois profondément que nos métiers, et on les appelle les vieux métiers, il y a un côté très péjoratif de vieux. Or, il faut qu'on montre que nous sommes dans la modernité. C'est pas parce qu'on a des traditions à respecter et à faire valoir que l'on ne peut pas être dans ce monde 4.0. Au contraire, on peut très bien allier les deux et au contraire avec bonheur. Parce que j'avoue que beaucoup de gens sont très surpris de pouvoir faire cette visite sur place avec une très forte technologie, alors qu'en même temps, il y a les verriers qui soufflent dans leur environnement. Et alors là, donc 20 ans, 70 ans l'année prochaine. Donc, voilà aussi brièvement, mais nouveau projet ou continuité? Alors, 70 ans, continuité, mais nouveau projet, puisque ma nièce rentre avec nous, troisième génération. Une femme. Une femme qui prendra la direction. Les 70 ans, donc automatiquement, on est en train de nettoyer un peu notre logo, notre couleur pour le passer. Toujours avec cette passer dans le monde actuel. Nous devons rester dans le monde actuel sans renier nos origines. Et ça a toujours été, je pense, ce que mes parents faisaient, ce que nous faisons, mon frère et moi, ce que ma nièce va faire, parce que je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire de toujours garder à l'esprit notre passé. Écoutez, merci pour ce témoignage de passionné qui donnera certainement envie à beaucoup. Et comme quoi, effectivement, faire vivre dans la durée des métiers d'art, préserver le passé en utilisant les technologies du futur ou du présent, tout ça, c'est ce que les entrepreneurs seuls peuvent faire dans la durée. Donc, bravo à vous et longue vie à la jolie bulle de Biot. Merci. Merci beaucoup. Bien, écoutez, cette émission se termine. Donc, encore 2 témoignages passionnants. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Nous parlerons technologie, nous parlerons digital et nous parlerons aussi du monde de l'équitation. Voilà, merci beaucoup de votre écoute.